l'OAS continue quand même à être une marque de fabrique qui imprègne le débat en France, qui empoisonne, j'ai envie de vous dire. C'est une forme de guerre souterraine, muette, mais qui ressurgit, et à chaque fois qu'elle ressurgit, elle redouble de violence. Enfin, on le voit bien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le sigle lui-même qui a disparu. Oui, le sigle a disparu, bien sûr, mais ce qui reste, par contre, et qui est très important, c'est que pendant longtemps, plus d'un siècle, l'Algérie était considérée comme française, des départements français. Donc la fin de la guerre d'Algérie, disons, pour le peuple français, c'était surtout le retour de la paix. Mais ça ne voulait pas dire un examen de conscience du colonialisme. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est-à-dire que les gens ont voté pour les propositions du général de Gaulle pour que les soldats rentrent à la maison. Rentrent à la maison. Mais est-ce que ça signifiait pour autant qu'il y avait un examen critique et lucide de tout ce qu'avait été la conquête coloniale? Non. On a surtout dit la paix, le retour de la paix, et passons à autre chose. Et on ne passe pas à autre chose parce que disons qu'il y a des populations meurtries, parce qu'il y a de tous les côtés, et on croit qu'on passe à autre chose et on ne passe pas à autre chose. Parce que les partisans de l'Algérie française étaient en fait ceux qui avaient une conception de la nation sous la forme d'un empire, l'empire colonial, c'est-à-dire la Grande France. Oui, avec toute la supériorité racialiste, exact. Et donc, ils ont conservé, disons, cette perception de la nation. Hein. Et ils en ont voulu beaucoup, d'ailleurs, au général de Gaulle. Ils ont tenté à sa vie. Voilà, ça n'a pas empêché certains de ses successeurs de vouloir les réhabiliter en 2005. Oui. Certains de l'OAS ont été indemnisés par une loi. C'est en 82, sous la gauche. Sous la gauche, il y a eu la loi aussi du 23 février 2005. Ça, c'est après. Mais sous la gauche, ils ont été réhabilités. Les généraux qui avaient fait le putsch contre le général de Gaulle ont été réhabilités. Ceci étant, la gauche ne sont pas. Oui, mais la gauche n'est pas l'héritière de Gaulle. Mais ceux qui étaient les Chiraciens, ceux qui étaient de la droite dite normale, maintenant il n'y a plus de droite. Donc, tout ça pour dire que la mentalité, en fait, il n'y a pas eu de décolonisation des imaginaires, c'est-à-dire qu'il y a eu passage à l'indépendance, retour à la paix retrouvée, société de consommation, construction, etc., expansion économique, mais l'examen critique est resté tapis, je veux dire souterrain. Je veux dire, il n'y a pas eu d'examen critique. Donc l'enseignement de la colonisation n'a pas été fait en France. C'est-à-dire qu'on a commencé à enseigner l'histoire de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France seulement depuis une vingtaine d'années. C'est très récent. Oui, après la déclaration de Jospin. À partir de 99, 2000, 2001, etc. Mais pour comprendre la guerre d'Algérie, il fallait remonter aux origines. C'est-à-dire pourquoi cette violence, pourquoi il y a eu du nationalisme algérien, pourquoi il y a eu cette guerre, pourquoi tout ça il fallait remonter aux origines, il fallait tirer le fil. Et ce fil-là, il n'était pas tiré. Donc il y avait une sorte de blanc, de vide, entre la fin de l'histoire et le début. Une sorte de grand blanc. Alors évidemment, il y avait les travaux des historiens qui avaient sorti des livres, mais ça n'avait pas infusé dans la société, parce que ça n'était pas enseigné. Personne n'avait réfléchi à ça. C'est seulement maintenant, tout d'un coup, qu'on découvre l'ampleur de ce qu'a été la conquête coloniale. C'est seulement, je parle des Français bien sûr, pas des Algériens. Non, mais je parle justement, puisque vous parlez de découverte, enfin on voit bien quand même que si on devait faire une espèce de retour vers l'arrière, les débuts des années 2000, donc certes après le travail magnifique qu'avait fait Florence Bauger dans Le Monde, après les déclarations, les révélations de Louisa-Terry El-Hariz également, et donc la déclaration de Jospin, on en a parlé, mais par la suite, même si c'est la droite qui a pris la main, Jacques Chirac, il y a eu toute une période, même médiatiquement parlant, où toute mesure gardée, puisque en France, on voit bien que le débat, quand on parle de la guerre de libération nationale, on pointe du doigt ce qui pouvait être des relations complexes au niveau du leadership algérien pour justifier ce silence. Néanmoins, il y a eu des percées. Pendant une dizaine d'années, pratiquement, il y a eu des percées. Écoutez, les dernières années,
à la demande du président de la République française. Donc j'ai fait un rapport que je lui ai remis en janvier 2021, et il y a eu un certain nombre de gestes symboliques qui ont été accomplis, et jamais un président de la République n'était allé aussi loin dans la reconnaissance des crimes qui avaient été commis pendant la guerre d'Algérie, en particulier l'assassinat de Maurice Audin, Ali Boumendjel, Larbi Ben Midi, ont été, disons, une reconnaissance par l'État français de ces crimes-là, avec aussi une ouverture beaucoup plus grande des archives. Et je pourrais comme ça multiplier d'autres gestes à caractère symbolique qui se sont. Et puis ensuite, il y a eu la proposition d'une commission mixte des historiens français et algériens. On va en parler justement de cette... Mais ce que je voulais dire, en fait, je reprends un peu parce que il est clair qu'il y a eu une période qui, au niveau du débat public en France, au niveau des programmes des émissions télévisées, au niveau des... Il y a eu une période, notamment parce qu'il y avait un traité d'amitié qui se préparait, il y a eu l'année d'Algérie en France, beaucoup de films, beaucoup de documentaires, beaucoup de débats, beaucoup de livres sont sortis sur cette période, et le débat autour des atrocités commises était mise plus ou moins, certes avec difficulté, mais quand même mise sur la table des débats. Il y a eu par la suite un creux, et puis est arrivée une autre période, ce que certains appellent la période du goutte à goutte mémoriel. Je te donne à chaque fois une petite reconnaissance pour que tu te fâches pas trop bien, etc. On est quand même loin entre faire un geste et ouvrir un vrai débat. Oui, mais il n'y avait rien, avant ce que vous dites sur le goutte à goutte mémoriel, il n'y avait rien. Même partir de là, c'est-à-dire qu'il fallait quand même que, à travers des... Moi, c'était ma position, je le dis carrément, ma position très réformiste, c'était de dire nous allons prendre des exemples concrets pour en parler à toute la société. Parler à toute la société française, ça voulait dire de qui était Ali Boumendjel, qui était Larbi Ben Midi, qui était Maurice Audin. Ça veut dire sur l'émir Abdelkader édifier une statue à l'entrée d'Amboise avec l'accord du maire d'Amboise. Par ailleurs, a été plusieurs fois vandalisé. Oui. C'était de dire qui était l'émir Abdelkader, quelle était la résistance. Et à partir, j'avais proposé aussi l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon, qui a été aussi un personnage très important de cette guerre d'indépendance. Bref, moi, ma position, c'était à chaque fois, en demandant l'ouverture des archives, en demandant par exemple, dans mon rapport, c'est inscrit que la France s'occupe de déblayer les déchets nucléaires. Qui sont restés sur place. C'est moi, c'est dans le rapport, c'est ce que j'ai expliqué. Mais ça, ce sont des revendications qui remettent en question tout un récit. Je veux dire, c'est les propositions de la commission. Non, c'est mes propositions, c'est mon rapport. C'est dans mon rapport. Tout mais ça. Ce dont je parle, moi, c'est différent. Ce que vous proposez, ce que vous avez dans les propositions, et même le travail qu'on va aborder dans la commission mixte, ce sont des choses qui émanent de vous en tant qu'historien et qui œuvrent finalement pour rapprocher ces deux rives. Mais moi, ce dont je parle, quand on parle de goutte à goutte mémoriel, c'est une attitude globale de politique français qui, au coup par coup, selon les humeurs, selon la tendance de rapprochement ou pas, selon l'opportunité électorale ou pas, font un geste ou pas. C'est de ça qu'on parle. Oui, mais là, il n'y a plus de geste du tout. Je veux dire que lorsque j'ai proposé mes préconisations, elles ont été réalisées. Je veux dire, à l'époque, je n'étais pas soutenu par personne, ni à droite ni à gauche. En Algérie, il y avait une grande méfiance. Donc je me suis retrouvé tout seul. Je veux dire, à me battre pour les histoires sur Ali Boumendjel, enfin la famille peut en témoigner. Je me suis battu sur Gisèle Halimi, je me suis heurté par exemple à des pétitions de filles de Harki qui ne voulaient pas que Gisèle Halimi rentre au Panthéon. Je m'attendais à ce moment-là à être soutenu par les féministes par exemple. Pas de pétition, rien, aucun soutien. Je me suis retrouvé très seul aussi, dans la mesure où il n'y a pas eu de moyens matériels mis en œuvre. La commission aussi... Elle n'a pas de moyens... c'est un travail que j'ai fait qui était entièrement bénévole. C'est-à-dire que je l'ai fait tout seul, sans être payé. Donc j'ai essayé d'avancer pas à pas, dans une, il faut dire la vérité, dans une méfiance, une incompréhension, une sorte de solitude, etc. Et c'était déjà, et c'est vrai, et je comprends le sens de votre question, c'est vrai que ça annonçait peut-être, disons, des choses
qu'on connaît aujourd'hui, peut-être, c'est une hypothèse, hein. Moi je ne suis pas dans le secret des Le fait est de ne pas de créer une commission, Alors, la commission est arrivée sans lui dans donner le les mouvement. moyens, ça veut dire Voilà. qu'on n'en attend rien. Alors, En fait. la commission, effectivement, elle a été créée dans la foulée du rapport. Du rapport, mais Et effectivement, elle s'est réunie 5 fois, en France et en Algérie d'ailleurs. oui, mais du Et, côté français. du côté français, les moyens étaient quasiment inexistants. Et donc, ça veut dire qu'on n'attend rien de ce. C'est de l'affichage. Et quand l'État, les institutions publiques créent une commission, une institution, et qui ne lui donne pas les moyens, ça veut dire que c'est pour l'affichage. C'est pour la petite photo dans le journal. Enfin, c'est comme ça que je pense, non? C'est un peu difficile. Bon, ce n'est pas grave. Pour moi, parce que je me suis quand même investi. Oui, et tout le monde reconnaît reconnaît l'investissement, votre investissement. J'ai essayé, on a commencé le travail sur le 19e siècle, donc c'était il y a 2 ans. Donc, précisément, on a commencé à travailler sur les massacres coloniaux. Justement. C'était ça, la commission. Et c'est le cœur du débat d'aujourd'hui. C'était le cœur. On avait anticipé le débat d'aujourd'hui il y a 2 ans. On a commencé à faire l'inventaire des archives sur cette question-là, le partage des connaissances, des savoirs entre Français et Algériens sur la conquête coloniale. Monsieur Stora, pendant cette conquête coloniale, on a parlé d'enfumade, on a parlé de gazage, on a parlé de massacres, de populations tout type. À chaque fois, on se dit, on est arrivé au bout parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé, hein, des confrères à vous. Bien sûr. Voilà. À chaque fois, on se dit, ça y est, on est arrivé au bout de l'horreur. Et puis arrive, là où vous avez le film qui vient d'être déprogrammé de France 5, Algérie Section Spéciale, par exemple, qui nous révèle cette histoire. 10 000 grottes infectées. 10 000 grottes infectées par les gaz. Certaines juste par précaution. Oui, moi, honnêtement, j'avais, encore une fois, en 1991, j'avais fait un documentaire qui s'appelait Les années algériennes. Je me souviens. Il y a des pilotes français qui témoignent, où ils disent, en 1959, ils ont utilisé les armes chimiques, c'est-à-dire le napalm. Sur le Constantinois, et ils parlent d'ailleurs des gens qui ont été littéralement brûlés vivants. Ça, c'était dans mon documentaire en 1991. Mais le napalm, oui, c'est vrai que c'est... Voilà, et personne n'a relevé ça. Mais c'est passé, on est passé à autre chose. Mais alors pourquoi aujourd'hui ça scandalise l'opinion publique médiatique, j'ai envie de dire? Pourquoi ça scandalise l'opinion médiatique française aujourd'hui c'est comme ça l'histoire. Il y a des moments où les sociétés sont prêtes à écouter, d'autres non. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est le désir des nouvelles générations. C'est-à-dire que lorsque vous avez des nouvelles générations qui rentrent en scène, elles portent un désir de connaissance très fort. Dès lors que vous enseignez la guerre d'Algérie dans les lycées depuis 20 ans ou 25 ans, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc c'est par le mouvement de génération, non pas qu'on arrive à effacer l'histoire, contrairement à ce qu'on croit. Parce que moi, souvent, on me dit, oui, comme les générations vont passer, puis l'histoire, on va l'oublier, puis on va passer à autre chose pour faire la réconciliation. Ça, je l'ai entendu 5000 fois. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que plus vous vous éloignez d'une histoire non assumée, et plus elle se rapproche de vous. Parce qu'il y a le reproche, parce qu'il y a le ressentiment de ceux à qui on a caché la vérité, et qui veulent la connaître. Et donc, vous avez un désir de connaissance, de savoir, qui est de plus en plus grand. C'est-à-dire sur la question coloniale, et aussi sur l'esclavage, parce que c'est très important, je veux dire. Et pourtant, l'esclavage, c'est très ancien, par rapport à... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'entends bien. Et ça reste une question... Pourquoi? Parce que c'est un marqueur identitaire. C'est-à-dire que dans les nouvelles générations qui arrivent, c'est beaucoup plus fort que, j'allais presque dire, que ceux qui l'ont vécu. Parce que ceux qui l'ont vécu, dans le fond, vous avez eu le traumatisme et le silence qui s'est installé. C'est assez classique dans le cas des grandes catastrophes, des deuils, etc. Mais les nouvelles générations qui n'ont pas été physiquement directement mêlées à cette histoire, elles veulent savoir qu'est-ce qu'ont fait leurs grands-parents en Algérie. Leurs parents. C'est exactement et c'est ce mouvement-là, et aussi les enfants de ceux dont les parents ont été tués, les disparus. Je ne vais pas faire ici toute une énumération, etc., sanglante, mais ça vient aussi des jeunes générations, qui disent, dans le fond, comment ça se fait que notre famille s'est retrouvée amputée d'un oncle, d'une tante, d'un truc, etc. C'est-à-dire que la société se rapproche de l'histoire au fur et à mesure du temps qui passe, surtout quand l'histoire est tragique. Quand l'histoire est sanglante, on se rapproche. Et là, aujourd'hui, de quoi on se rapproche? On se rapproche du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très, 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 très loin,
Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une conquête. On voit en fait une cavalcade sanglante. Et on voit quoi? On voit que, moi ça je l'avais déjà dit il y a longtemps, mais je le redis là, on voit qu'en fait cette conquête d'Algérie, elle ressemble à la conquête de l'Ouest pour les États-Unis. C'est-à-dire, on a avancé en croyant que c'était des terrains vierges, mais en fait, il y avait des destructions de population. En fait, comme pour les États-Unis, en fait. Sauf que aux États-Unis, ils ont fait des westerns. Ils ont expliqué, ils ont montré. Oui, vrai avec. ou faux. Oui. Vrai ou faux. Oui, oui. Mais en Algérie, en France, il n'y avait rien. C'est-à-dire que la conquête du Sud, qu'on pourrait appeler comme ça, elle ne s'est pas accompagnée d'une fabrication des imaginaires. Disons, il n'y a pas eu de grande littérature, il n'y a pas eu de grands films. Il y a eu quand même, pendant longtemps, ce discours d'une mission civilisatrice. Voilà, de la France, etc. Mais les grands massacres, les grandes conquêtes, la construction des villages, des trucs, enfin, exactement sur le modèle, pour moi, c'est pareil, quoi. À chaque fois que j'allais voir des westerns, je me disais, tiens, c'est exactement la conquête de l'Algérie, c'était comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'était beaucoup d'aventuriers, beaucoup de gens qui allaient chercher faire fortune. Celui qui est comptable, celui qui a conçu cette conquête, l'a réfléchi avec des généraux, c'est quand même un État. Alors, d'accord. Oui, mais justement, tout le problème de la conquête de l'Algérie, je sais que c'est compliqué à expliquer, mais c'est la réalité de l'histoire, c'est que ça s'est fait sous la monarchie de Juillet, ça s'est en grande partie déroulé sous la monarchie, Louis-Philippe, et ensuite le Second Empire, donc ça a duré 80 ans, hein, la conquête de l'Algérie au total. En fait, il n'y avait pas de projet politique déterminé. Par exemple, Napoléon III, il voulait créer le royaume arabe. Il faut le savoir, en 1860. C'est-à-dire qu'il voulait associer des familles, parce que son conseiller, qui était islamophile, qui est Ismaïl Urbain, qui est un personnage considérable dans l'histoire française, lui conseillait d'associer les grandes familles musulmanes à la gestion d'un territoire nouveau. Et là, il s'est heurté à l'armée coloniale, qui avait déjà fait beaucoup de pillages et beaucoup de massacres auparavant et qui ne voulait pas lâcher la proie pour l'ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas un projet établi de rattachement complet de l'Algérie à la France. Ça s'est fait au fur et à mesure de la conquête. Au fur et à mesure ça a duré longtemps, de la répression, etc. Et c'est au fur et à mesure qu'a germé cette idée du rattachement incroyable administratif de l'Algérie à la France. De sorte que quand les républicains prennent le pouvoir en 1881, ils disent on continue avec la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, l'Indochine, etc. Surtout ne pas faire comme en Algérie. C'est-à-dire qu'on va faire des protectorats. Parce que c'est ingérable, l'histoire. C'est quelque chose de fou. C'est une histoire de fou, l'histoire de l'Algérie française. Quand on y réfléchit, c'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'on rattache un territoire à la France, donc c'est la France, mais on ne donne pas la citoyenneté à ceux qui composent la majorité de cette population. C'est une contradiction extraordinaire qui ne s'est dénouée que par la guerre. Alors, il vous a pas... C'est ça, c'est la guerre. Seule la violence, à un moment donné, a permis. C'est terrible à dire ce que je dis là. Sinon, c'est incompréhensible, la guerre, la violence de la guerre d'Algérie. Elle ne pouvait exister que parce qu'il y avait cette absurdité qui faisait qu'on avait un rattachement à la France qui n'était pas la France. Mais alors, vous voyez oui, non, mais voilà la violence. J'entends bien ce que vous dites. Néanmoins, aujourd'hui, dans la classe politique française et les intellectuels, vous parliez tout à l'heure de solitude. Vous n'avez pas été que seul. Vous avez surtout été victime de beaucoup de. Vous avez à l'extrême droite. Oui, vous avez des menaces de mort pour certains. Oui, tout à fait, bien sûr. Et vous n'êtes pas le seul. On voit bien qu'aujourd'hui, même des personnalités médiatiques comme Apathy, qui au final n'a dit qu'une vérité connue et reconnue par tous les historiens, vous voyez bien ce que ça a provoqué comme ce déni en fait de vérité. Tout à fait. C'est ça qui est très inquiétant, c'est que dans la mesure où on a pris beaucoup de retard à affronter le réel, on est resté dans le déni. Que le travail qu'on avait commencé en 2021 s'est arrêté, parce que c'est ça la vérité. On s'est arrêté à mi-chemin. On commençait un travail. Parce que pour moi, il faut être extrêmement patient. C'est un travail très lent. Vous l'aviez dit dès le départ, dès le début de la commission, vous avez dit que... La conquête coloniale, c'est un truc énorme. C'est un siècle de présence, vous savez, c'est énorme quand même. Hein. Donc il faut travailler patiemment, éclairer, transmettre, faire des programmes d'éducation, faire des films, etc., etc. Ce travail, pour l'instant, est interrompu.
Et le risque, effectivement, c'est que tous les acquis qui ont pu être faits entre grosso modo 2020, 2021 et 2024, pour aller vite, moi ce que j'ai peur personnellement, c'est que cet acquis soit remis en question. Mais il est remis en question de fait, puisque vous avez quand même, pardon je veux dire d'insister, mais il y a une différence entre un éditorialiste qui de droite ou d'extrême droite ou de gauche, enfin, avec un point de vue, le fait d'éditer une vérité est différent que de nier une vérité. Tout à fait, c'est une vraie Là, on bataille. est dans la négation la plus totale. Tout à fait, c'est une vraie bataille. C'est pour ça que je l'ai soutenu tout de suite, hein, bien sûr, hein, Jean-Michel Apathy, j'ai fait un article dans Libération pour le soutenir, parce qu'effectivement, au rythme où vont les choses, c'est qu'on va revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle la réaction. Mais malheureusement, vous savez, c'est une situation, j'allais presque dire au plan mondial, ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité n'existe plus. C'est-à-dire qu'on reconstruit la vérité. On la réécrit complètement. Les anticolonialistes deviennent des colonialistes et les antiracistes sont les vrais racistes. C'est un truc de fou. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je veux dire que si on prend un tel retard en France, par exemple, sur cette connaissance aussi, c'est parce qu'on ne veut pas valoriser le courant anticolonialiste réel qui a existé dans la société française. Les surréalistes, André Breton, bien sûr, Louis Aragon, bien entendu, le Parti communiste, mais aussi les trotskistes, les anarchistes, les anarcho-syndicalistes, mais aussi Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, naturellement Francis Janson, Claude Lanzmann, enfin je ne vais pas tous les citer, mais ce courant-là, qui est un vieux courant français, bon, il n'est absolument pas valorisé dans la société française. Ce qui fait que on a le sentiment à chaque fois de redécouvrir des choses. Mais ça part d'une volonté politique. Pardon, quand vous parlez de n'est pas valorisé, c'est une volonté politique assumée. Bien sûr. Mais c'est ça la bataille politique, la bataille de mémoire. Toute histoire est politique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certains confrères historiens qui m'ont reproché d'avoir fait un rapport parce que un historien, un chercheur, ne doit pas se mêler, disons, des commandes politiques. Ça est un reproche qu'on m'a fait quand même. Ça, c'est... je ne citerai pas les noms, mais il y en avait plein, de gauche. Hein. Ils disent non, il ne faut pas se mêler, nous on est des chercheurs, scientifiques, etc. Mais l'histoire est politique. C'est une bataille terrible de faire connaître la vérité des choses. Quand vous avez, disons, des historiens comme Pierre Vidal-Naquet, et Pierre Vidal-Naquet, ou bien André Mandouze, qui sont des historiens, mais ce sont des historiens engagés. Le problème qu'on a aujourd'hui aussi en France, disons la vérité, c'est qu'il y a peu d'intellectuels directement engagés sur la question de l'anticolonialisme. Vous voulez dire qu'il y a plus d'intellectuels engagés aujourd'hui et assumés dans le racisme? Et pardon, non mais enfin, vous écoutez comme moi, vous lisez comme moi ce qui s'écrit, mais pas uniquement sur l'Algérie. Non, en général. Mais on est quand même la question dans du une période où les langues se délient. On accuse tout celui qui a une pensée critique sur la question coloniale, sur l'esclavage, on les accuse d'être des, entre guillemets, wokistes. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça c'est une nouvelle expression pour dire ceux qui travaillent sur la question coloniale, ceux qui donnent les faits coloniaux, ceux qui donnent les faits de l'esclavage, ceux qui donnent le racisme, eh bien, ils ont tort, ce sont des wokistes, ils inventent l'histoire. C'est-à-dire qu'on inverse complètement... Mais cela est validé, pardon encore une fois de le dire, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays qui a des institutions, de vieilles institutions, les instituts de recherche, les historiens de renom existent, que le fait est de favoriser une vision à la fois négationniste, révisionniste, et voire raciste. Non, pro-colonial, oui. Non, mais raciste, franchement assumé raciste. Et en soi, ça dit quoi sur la classe politique aujourd'hui de ce pays? Moi, je suis effectivement désolé de ça. Si vous voulez que je vous dise d'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai combattu depuis un demi-siècle pour faire progresser la connaissance et la vérité sur ce qu'a été l'entreprise coloniale. Dans le sillage de Charles-André Julien, Charles-Robert Ageron, Mahfoud Kaddash, je vous donne les noms des historiens avec qui j'ai travaillé réellement. Bon, et il y a dans les années 70, Gilbert Meignier, René Galissot, enfin bref, Mohamed El Corso, qui est avec moi dans la commission mixte. Donc c'est des gens qui on est dans ce sillage-là. Force est de constater que c'est une bataille perpétuelle, l'histoire. C'est pas une donnée acquise une fois pour toutes. Une fois que vous avez établi un fait historique incontestable, il faut se battre pour le préserver.
cette connaissance et il faut se battre pour ça. Parce que c'est remis en question. C'est-à-dire que vous avez des gens qui expliquent, je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas la peine de leur faire de la publicité, mais qui expliquent que l'entreprise coloniale, c'était heureux, c'était formidable. Donc, à partir de là, c'est une bataille. C'est-à-dire qu'il faut établir les faits, et une fois que les faits sont établis, la véracité des faits est établie, à ce moment-là, il faut se battre pour préserver la véracité des faits. Et là, c'est de la politique. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est de la politique. Et donc, il faut effectivement que les pouvoirs politiques s'en emparent et puissent effectivement ne pas laisser libre cours aux négationnistes sur toutes les histoires. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ça la bataille. C'est tout le temps comme ça. Je sais que vous êtes historien, mais vous êtes quand même un fin observateur de la société française et algérienne, parce que vous faites partie de ceux qui sont finalement un peu des deux. Vous êtes aussi algérien que français. La question que je me pose aujourd'hui, tout le monde dit, voilà, si le débat pointé du doigt à l'Algérie, ça paye. Pardon de la légèreté de l'expression, hein, mais c'est vraiment le terme qu'on entend. On l'entend partout. Comment c'est la stratégie du bouc émissaire. Mais pourquoi l'Algérie? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi l'Algérie? Je reviens en arrière. Parce que l'Algérie, c'est une singularité extraordinaire dans l'histoire française. L'Algérie, c'était la France. C'était intégré à la France. C'était des départements français. Donc le fait que les nationalistes algériens aient décidé de se séparer de la France, c'est une crise du nationalisme français, parce que c'est la rétractation de la nation. La nation se réduit, elle redevient petite. Vous vous rendez compte que jusqu'en 1962, la frontière de la France, c'était la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye. C'était la frontière française. C'était la France. C'était la France. C'était l'empire colonial français. La rétractation que ça représente. Et donc, à partir de là, ceux qui sont les apôtres de la grande France n'acceptent pas ce fait accompli. Donc, le travail des intellectuels, des historiens, etc., c'est de faire accepter, admettre l'accomplissement de l'histoire. C'est-à-dire que si vous aviez, je le dis très souvent, autant de militants algériens en 1945 dans une association qui s'appelait les AML, il y avait 100 000 adhérents. Les AML, c'était pour l'indépendance de l'Algérie. Ça veut dire quoi? Ça indique clairement qu'il y avait un mouvement qui s'était engagé, politique. Les élections de 1947 au deuxième collège indigène, 100% pour l'indépendance. C'était le PPA-MTLD qui rafle tous les sièges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un véritable mouvement, disons, d'affirmation identitaire nationale qui existait dans ce pays. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et ça a été entravé, ça a été la guerre, parce que l'Algérie, entre-temps, était devenue française depuis un siècle et demi. Et donc c'est ça qui... C'est ce nœud terrible qui existe là, dont on ne trouve pas l'équivalent. Moi, on m'a posé la question, par exemple, en me disant souvent, oui, mais regardez, les Vietnamiens en France, ils sont tranquilles. Oui, mais en Indochine, il n'y avait pas 1 million de Français qui y vivaient. En Indochine, on n'a pas envoyé 1 500 000 soldats français en Indochine. On a envoyé un corps expéditionnaire. Vous voyez il n'y avait pas une colonie de peuplement. En Indochine, la France, elle n'est pas restée 150 ans, 132 ans. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord, mais que cela se traduise au final. Mais ça passe pas. C'est-à-dire que c'est un passé, pour reprendre l'expression célèbre, c'est un passé qui ne passe pas. Oui, c'est un passé qui ne passe pas. C'est ça. Et donc ça veut dire que c'est une bataille. C'est une bataille permanente. Vous êtes combien aujourd'hui? Je sais pas. Vous êtes combien? Non, mais moi, j'ai cette, entre guillemets, ce privilège d'avoir suivi le débat depuis des années. Oui, je sais. Et donc, je vois le nombre d'intellectuels qui sont capables de prendre une position pour rappeler les faits, pour dire que voilà ce qu'était le colonialisme et voilà pourquoi aujourd'hui la relation avec l'Algérie doit être vue avec un autre prisme. Mais le nombre de personnes qui sont aujourd'hui, qui l'assument de façon publique aujourd'hui, sont très peu. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Moi, je peux vous les citer. Non, il y a plus que ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on ne connaît pas en province, qui font des thèses. Je parle de la scène. Évidemment. Non, il y a quand même une résistance quand même importante. Claire.
qui est réel. Je veux dire, par exemple, lorsque j'ai fait mon rapport, le maire de Perpignan, Louis Alliot, a fait une exposition dans sa mairie contre mon rapport. Oui, oui. Voilà, c'est très sympathique. Oui, mais il y a eu une résistance à ça. Oui, non, mais même le film de France 5, il y a eu une avant-première. Alors, il y a des hésitations, il y a des problèmes, il y a des protestations. Je parle d'intellectuels qui occupent la place médiatico-politique. Combien aujourd'hui, on peut les citer. Il y a eu pendant Mais vous savez, pendant la guerre d'Algérie, entre nous, parlons franchement à ce moment-là, vous croyez que les intellectuels français étaient majoritairement pour l'indépendance de l'Algérie? C'est une illusion. Je peux vous le garantir que non. Ils étaient minoritaires dans l'université française. Les partisans de l'indépendance étaient minoritaires. Vous citez les chiffres, tout. Ce que je vous dis est vrai. Ils étaient minoritaires. Lorsque Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sortaient dans la rue pour aller manger dans un restaurant en 1958, ils se faisaient cracher dessus. Et donc les intellectuels d'aujourd'hui, ils perpétuent une tradition des intellectuels d'antan. On croit que les intellectuels français étaient tous pour l'indépendance, à gauche, porteurs de valises, etc. C'est pas vrai. C'est une illusion. Ils étaient très minoritaires. Il y a eu très peu de gens qui ont été insoumis pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu, comparé par exemple aux insoumis de la guerre du Vietnam contre les Américains, etc., etc. C'est-à-dire que, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, pour la société française, accepter l'indépendance de l'Algérie, c'était accepter la fin de la guerre d'Algérie. Mais c'était pas faire un examen de conscience critique sur ce qu'était le colonialisme, tel que, par exemple, un homme comme Aimé Césaire avait pu écrire pendant la guerre d'Algérie, sur le discours sur le colonialisme. Ce discours sur le colonialisme, en France, il était partagé par une poignée d'intellectuels. On les connaît. Je veux dire, c'est toujours je ne vais pas vous les citer, ils sont très connus. Mais l'immense majorité des professeurs d'université, ils étaient derrière Jacques Soustel, qui était un partisan de l'Algérie française. Il y a d'autres intellectuels, l'Académie française, ils étaient pour l'Algérie française. Je n'y peux rien. Vous prenez tous les en nombre, je veux dire, de membres de l'Académie française, une grande institution française, la plupart étaient pour l'Algérie française. La presse, si vous prenez la presse de l'époque, la grande presse de l'époque, ils ne laissaient jamais s'exprimer un membre du FLN ou un membre partisan de la négociation. Vous voyez, c'est même pas c'était impossible. La censure était totale pour les quelques journaux qui étaient contre la guerre d'Algérie et pour l'indépendance. Ils étaient 4, au fait. Il n'y avait que 4 journaux. Tout le reste, ils n'étaient pas ça. On les connaît. Il y avait l'Express, l'Humanité, France Observateur et le Canard enchaîné ou Libération de l'époque. Mais c'est tout. Tout le reste de la presse, ils n'étaient pas pour l'indépendance. Oui, mais il y a quand même 60 ans qui sont passés, il y a eu beaucoup d'examens de conscience, et on entend les intellectuels français depuis des années maintenant, les médias, les politiques, sur la scène internationale, donner des leçons sur ce que c'est que l'humanité, l'humanisme, etc. Je veux dire, voilà, est-ce qu'il est applicable finalement pour d'autres populations, n'est pas applicable pour l'Algérie, bien sûr, pour les Algériens. Mais parce que, encore une fois, les Algériens se sont battus, se sont dressés contre le nationalisme français. Donc il y a un problème très simple d'acceptation du nationalisme algérien. Voilà. Il faut partir Moi je parle des choses très simples. Est-ce qu'on accepte qu'il y a eu un nationalisme algérien? Eh bien, vous savez, cette question qui peut vous paraître banale, elle ne l'est pas du tout. En France, vous voulez dire. En France, bien sûr. Parce qu'en France, vous avez des gens qui disent la nation algérienne n'existait pas. C'est ça. Elle n'existait pas, elle n'a jamais existé. Le nationalisme algérien, ça n'a jamais existé. Les dirigeants nationalistes algériens, ce n'étaient pas des dirigeants politiques. Il a fallu attendre pratiquement 1961 pour voir apparaître le mot algérien dans un communiqué officiel en France. Vous savez de qui c'était? C'était le communiqué de Maurice Papon qui interdisait la manifestation des Algériens. Le mot algérien, il apparaît pour la première fois dans un communiqué officiel étatique en octobre 61, le 5 octobre 61. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, la question de l'existence de la nation et du nationalisme politique est quelque chose qui n'existe pas. Je vais en terminant sur ce fait très simple. L'année prochaine, en 2026, ça fera un siècle qu'est née l'étoile nord-africaine. 1926. 1926, 2026. 100 ans d'histoire. Ça fait 100 ans
qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont battus, ici en France et en Algérie, pour faire reconnaître les questions algériennes. 100 ans, 1926, 2026. Et bien encore aujourd'hui, on s'interroge dans certains cercles français pour savoir si la nation existait. Dernière question, c'est par rapport à l'actualité aujourd'hui. Il y a les présidentielles tout le monde se prépare aux présidentielles 2027. Est-ce que vous avez peur que l'extrême droite l'emporte? Ah bah oui, les idées... Et est-ce que vous considérez que le LR aujourd'hui, c'est de l'extrême droite? Ça, je sais pas, mais je peux pas. Eux se disent qu'ils ne sont pas d'extrême droite, mais malheureusement, leur prise de position, l'acharnement qu'ils mettent à vouloir défaire la politique du général de Gaulle, c'est un véritable acharnement. Je veux dire, bon, quand il parle qui a signé les accords de 68? C'est le général de Gaulle. Il était au pouvoir, il était en exercice du pouvoir. Qui a signé les accords d'Évian? C'est bien sûr Louis Joxe, mais c'est surtout le général de Gaulle. Donc cet acharnement qui est mis à vouloir détricoter la politique du général de Gaulle, c'est absolument incroyable. Je veux dire, personne n'aurait pensé ça il y a 20 ans, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le plus grave, c'est ce que je disais tout à l'heure, le plus grave, c'est la progression des idées, disons, de l'extrême droite. Donc le problème, précisément, c'est de s'accrocher à la véracité des faits. C'est de s'accrocher à ce qui a déjà été accompli, de ce qui a déjà été reconnu. Que ça ne soit pas des faits. L'ambition que j'ai, moi, c'est pas de me projeter très loin devant, mais c'est d'empêcher que tout ça se défasse, que tout ça disparaisse, que tout ce qui a été accompli disparaisse. Parce que le travail qui a été fait par les intellectuels, par les anticolonialistes, et le travail que, à mon modeste niveau, j'ai pu réaliser, mon seul objectif, très modeste, c'est que ça ne se défasse pas. Merci beaucoup.